Alors, bonjour à tous. Aujourd'hui, je suis très heureuse d'accueillir Thaïs Zander. On va ensemble parler de sa créativité parce que c'est une femme extrêmement créatrice. Et donc, dans la série Interview Astro, nous aurons l'opportunité de voir en même temps son thème et de parler avec elle de son expérience de vie, de ce qu'elle propose, parce que c'est une personne qui est vraiment très inspirée et j'aime beaucoup sa façon de voir les choses et de guider les gens. Je vais donc lancer le partage d'écran puisque je vais commencer par brièvement parler du thème natal et puis ensuite on va discuter ensemble. Bonjour Thaïs quand même. Bonjour. C'est un plaisir de t'accueillir. Donc, Également. si tu es OK, je commence par parler un petit peu de ton thème et puis ensuite on se lance dans une discussion un peu à bâton rompu en fonction de l'inspiration, si c'est OK pour toi. Avec joie. OK, super. Alors, partage d'écran, voilà. Comme ça, tout le monde peut avoir accès à l'écran. Tu vois ton thème également, j'imagine. Oui, OK. Alors, tu es taureau ascendant lion, ce qui te donne un côté rayonnant, avec un côté leader aussi également. Et puis, tu es surtout ce côté créativité. Tiens, ce que tu as un ascendant lion, c'est la créativité. Et le nœud nord, qui est le but de vie, qui se trouve en maison 5, c'est aussi la créativité. Donc, tu as le thème d'une personne qui a la capacité de réaliser ses rêves plus que d'autres. À partir du moment où tu comprends cette alchimie de comment est-ce qu'on peut concrétiser nos rêves, et d'ailleurs, on aura l'opportunité d'en parler, mais je crois que c'est le chemin que tu suis et que tout ce qui t'a été inspiré, c'est quelque chose que tu arrives à mettre en place. Donc, tu es à la fois une leader et une enseignante née, une créatrice au service de la transformation. Tu te définis aussi comme une personne qui apporte la lumière. Et le maître de l'ascendant lion, c'est le soleil en maison 10. Il y a vraiment ce côté rayonnant, puisque le soleil est au zénith. Donc, il y a cet aspect de rayonnement de sa lumière, avec un côté révélatrice également. Et on considère en astrologie que quand on a cet axe de nœud lunaire, en fait, on a fait l'expérience dans les vies antérieures de la conscience cosmique et que cette conscience cosmique, on veut les apporter aux enfants de la Terre. Maison 5, c'est les enfants également et j'aime beaucoup ce point de vue et je trouve qu'il te colle très bien. Tu as été enseignante d'ailleurs dans l'école publique, mais en fait, ça ne s'est pas très très bien passé. Enfin, tu étais vraiment en désaccord avec la manière d'enseigner. Et ça tient au carré de Saturne à Pluton, qui se trouve en maison 3. Il y a une forme de contestation avec cet aspect-là, parce que insatisfaisant, tu considérais qu'on ne tenait pas compte de la personnalité de l'enfant et que c'était plutôt du bourrage de crâne que de l'éducation. Si j'ai bien compris, si tu peux me confirmer, c'est comme ça que tu l'as senti, d'accord? oui, je sens la notion de pouvoir, en tout cas entre les adultes et les enfants, avec laquelle je ne suis pas en accord. Voilà, bah oui, le pouvoir, Saturne, l'autorité dans l'aspect négatif, parce qu'il y a une saine autorité, mais là, c'était l'autorité qui veut faire rentrer dans le moule, et en fait, c'est à l'opposé de l'éducation, ex ducare, faire sortir d'eux. Le but de l'éducation, c'est que on puisse aider l'enfant à révéler qui il est profondément. Tu es une éducatrice en résilience également. Ça tient peut-être aussi au fait que ton enfance, tu l'as beaucoup vécue dans la survie. Tu m'avais expliqué ça, avec de nombreux changements, des événements qui étaient imprévus. Et ça tient à Uranus en maison 3, donc ça a beaucoup bougé pendant l'enfance. Et quelque chose de singulier quand même, parce que pendant une douzaine d'années, tu as été une apatride, puisque ton père ne t'avait pas déclaré, et donc tu n'existais pas officiellement. C'est assez singulier. Ça tient au carré de Jupiter à Neptune, ce côté de non-reconnaissance officielle. Donc, de vivre des choses qui sont un petit peu chaotiques dans l'enfance, je pense que ça t'a donné cette capacité de résilience. Est-ce que tu le dirais comme ça? Tu Oui, as le sentiment que ça vient de là? je pense que, en tout cas, les épreuves que la vie m'a envoyées m'ont permis à chaque fois de chercher la manière de rebondir.
Et c'est vrai que c'était singulier dans mon histoire, cette histoire d'apatride, parce qu'au final, c'était apatride de terre, et pas de cœur, parce que j'avais bien été reconnue, de père et de mère, mais c'était une question de territoire, puisqu'il était d'une autre nationalité. Et donc ça, ça parle aussi de cette histoire, que je vis, de mon lien aux autorités. Mhm. Je trouve ça intéressant de le voir à différents niveaux. Je pense qu'on peut vraiment scinder, aujourd'hui dans nos vies les faits émotionnels et affectifs qu'on vit, et puis les faits plus administratifs, là on parle de territoire, mais donc qui sont, plus cortex, plus liés quelque part à une pensée rationnelle. Mhm. Donc voilà, tout ça s'enchevêtre évidemment, c'est excessivement intéressant quand je t'écoute, parce que je me dis: «Tu dis en quelques phrases, qui ont l'air tellement simples, le chemin de ma vie dans lequel je me reconnais pleinement», et grâce, donc à la lecture, de cette carte, et en même temps ça touche à tout le vécu personnel et intime qu'on met en place dans nos vies, et à un moment donné, je pense qu'on n'a plus assez parfois de distance ou de hauteur pour Mhm. se souvenir ou réentendre, pas que c'était prédéterminé, ça je n'y crois pas, mais que, heu, moi j'aime bien nommer ça comme une mission de vie. C'est-à-dire C'est que, ça. il y a pas de hasard, il y a des rencontres, il y a un chemin, et à chaque croisement, je garde mon libre arbitre dans les décisions que je prends. Néanmoins, ma vie est teintée d'une certaine couleur, heu, et de certains, axes, qui sont plus Mhm. faciles que d'autres. Donc je dirais plutôt ça, et donc au carrefour, c'est de choisir, est-ce que je choisis l'axe qui fait sens pour moi? Et donc c'est pas que c'est plus facile dans le sens, d'une facilité. Parfois, ça peut être fait d'obstacles, ça peut être fait de contraintes, ça peut être fait de choses à surmonter, et ça, c'est très intéressant dans la résilience justement, mais c'est le chemin qui fait grandir. C'est parce que la montagne est haute et qu'on est fatigué quand on arrive en haut que la vue est si belle, par exemple. Donc moi, je prendrais ce parallèle-là, nos vies sont faites aussi d'épreuves, et si on les voit en se disant: «C'est une manière pour moi d'apprendre encore plus, de mieux me connaître, de me connecter au monde, aux autres», et j'en retire finalement un sens profond. Là pour moi, en tout cas dans mon expérience et ma vision des choses, ça valait toute la peine, de vivre ça. Eh ben, c'est plus une question de contexte. Je te rejoins beaucoup pour cet aspect de libre arbitre. Si on est né dans un pays plutôt qu'un autre, on va avoir un contexte différent, mais dans ce contexte qui est imposé, on a notre liberté d'action et notre liberté de penser, enfin, pour autant qu'on la conquiert. Chose que tu as bien conquise, puisque Mmh. Soleil conjoint Mercure. Mercure, c'est vraiment illuminer la pensée et devenir une illuminatrice pour les autres aussi, dans cette capacité de révéler l'autre à lui-même, notamment à travers la résilience. J'ai toujours eu le sentiment d'avoir des guides, des humains qui m'ont, permis des choses, des d'autres formes, de guides, mais qui m'ont vraiment, dans mes moments, je pense, de doute ou de besoin de réassurance, ont été là pour, apporter des éclairages. Donc cette notion de j'ai reçu la lumière et donc à mon tour la redonner, ça me paraît presque naturel. Tu vois? Il y a Mm. quelque chose de l'ordre de: «Beh oui, c'est comme ça que je me suis construite, c'est comme ça que je me suis, reconnue aussi, au travers de ce que les autres éclairaient de moi». Ben, écoute, ça me fait penser à l'idée du soleil. Le soleil, je veux dire, il brille pour tout le monde, hein, il ne choisit pas de ne pas briller. Donc, c'est automatique. À partir du moment où on trouve son cœur, son centre et sa lumière, eh bien, on diffuse inévitablement. Euh, Tu es une nomade de corps et de cœur également. Ben, l'axe de tes nœuds lunaires, Gémeaux, Sagittaire, c'est vraiment l'axe des voyages, mais c'est aussi l'axe des voyages intérieurs, l'axe au niveau de la pensée. Mais cette notion de voyage est vraiment importante. Je sais que tu as fait le chemin de Compostelle. D'ailleurs, on s'est rencontrés à l'occasion d'un atelier que j'avais fait sur le pied et ses mystères, et je crois que c'est ça qui t'a parlé, parce que cette notion de marche, et je crois que dans la marche, c'est une manière de mettre en route la volonté, mais aussi la pensée. Mmh. Donc, en marchant, on ouvre vraiment sur les possibles.
Tu as fait un séjour, tu reviens d'un séjour dans le désert marocain, Mmh. hein, qui t'a, ouais, j'imagine que c'est magnifique de se trouver dans ces endroits où il n'y a pas de civilisation, où il n'y a personne et qu'on se retrouve vraiment face à soi-même. Et je pense que la marche implique ça aussi. Et puis, bah, il y a aussi la visite des terres intérieures. Il y a la terre extérieure qu'on peut sillonner, mais finalement, c'est à l'image des voyages qu'on peut faire à l'intérieur de nous-mêmes. Et de toute façon, toute ta vie, tu as ce besoin de mouvement. Tu donnes des enseignements qui soient par internet ou en présentiel, mais pour toi, ce besoin de voyager, de te déplacer ou de rencontrer des gens dans d'autres parties du monde, on va voir plus loin ton enseignement, eh bien, voilà, ça rassemble énormément de personnes différentes. Mmh. Un point très important, maternité et carrière, et ça, je trouve que ça va être intéressant de s'y arrêter un moment. Bon, Nono Maison 5, ça donne de l'importance à la créativité, certes, mais aussi aux enfants, et tu as eu 10 enfants, Oui. dont 3, malheureusement, qui sont décédés. On va voir ensuite ce que ça a pu enclencher dans ta vie. Mais par rapport à ces 10 enfants, en fait, tu t'es jamais arrêté de travailler. Et souvent, les femmes sont devant: qu'est-ce que je fais? J'arrête de travailler, je lève mes enfants. Enfin, il y a une espèce de dichotomie entre la carrière et les enfants. Et en fait, pour toi, en plus, 10 enfants qui ont été à un moment donné en plus déscolarisés. Donc, ça signifie qu'il fallait bien être présente. Et je trouve que c'est un challenge absolument incroyable. Est-ce que Mmh. tu veux nous parler un petit peu de ce choix et de comment tu as pu concilier ces deux choses? Mais je Avoir des pense enfants. que oui, toute jeune, j'ai senti que je porterais la vie, que je serais maman. Je pense qu'adolescente, ça faisait déjà partie, de mes projections sur la vie. Par contre, quand je m'imaginais avoir beaucoup d'enfants, c'était peut-être, juste 3-4. Et ce que la vie m'a appris, c'est que les enfants, arrivent au travers de nous. Donc moi, j'ai vraiment vécu cet, agrandissement de ma famille, d'abord qui s'est pas fait, je les ai pas eus les uns derrière les autres, hein. Ils ont, 22 ans d'écart entre l'aînée et la plus jeune et c'était pour moi, tout cet apprentissage, d'ouvrir son cœur, à l'enfant qui est là, tout en gardant vraiment au centre, de mes préoccupations, mes projets qui étaient ma mission créatrice, ma Mmh. manière à moi pour moi le travail c'est, dans le sens noble, œuvrer pour soi et la communauté et donc je n'aurais pas, imaginé renoncer à ça et même c'était, je trouve, un exemple intéressant. Mes plus grands me l'ont dit pour mes enfants, de voir que, il y a pas renoncement, il y a juste accomplissement de ce qui, nous fait vibrer, de ce qui sont nos talents profonds. Je pense que, ça a été un de mes moment de désabusement par rapport à l'école où j'ai trouvé qu'on éteignait beaucoup les talents en uniformisant les connaissances, alors qu'on est tous, doués pour quelque chose, que ça soit, dans le relationnel, l'intellectuel, le manuel, le créatif, que plus on est proche de ça, plus on est au service, du monde et on s'épanouit. Donc la déscolarisation, elle a eu dans ce sens-là aussi. C'était pas contre le système, c'était pour une possibilité d'ouverture à ce qui animait vraiment chacun de ces enfants-là et qui sont, très différents d'ailleurs d'un enfant à l'autre. Donc j'ai du mal à imaginer qu'un seul enseignement puisse aujourd'hui permettre la multiplicité. On a eu juste une petite interruption. Ouais, donc je n'imagine pas que difficilement en tout cas que le système aujourd'hui puisse, permettre à chaque être, de rayonner pleinement en raison, du rythme qui est soutenu, du nombre important, d'élèves et autres et donc je prône beaucoup aussi pour cette, individualité où c'est chacun unique et tel qu'il est, qui dans la pluralité par contre de la rencontre et de l'échange, ça je remets pas en question ce côté, communautaire ou rassemblement de personnes. Mais je pense aussi que, apprendre, c'est mélanger les âges différents, Mmh. les caractéristiques, différentes de chacun et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve moins souvent, dans en tout cas pour les enfants et qui peut être quelque chose, en tout cas, qui est faisable de construire en tant qu'adulte. En tout cas, d'y être attentif et de mélanger, les tranches d'âge différentes, c'est un vrai potentiel.
Moi, je crois Ouais. beaucoup dans les transmissions intergénérationnelles, d'avoir un large spectre euh, d'âge, parce qu'on chaque âge apporte en fait un regard différent sur les transmissions, les partages. Oui, ben, autrefois, hein, dans les classes, dans les petits villages, il y avait des tas de différences d'âge dans les élèves d'une même classe. Et je pense que certainement, c'était plus animé et beaucoup plus vivant que ce qu'on peut vivre à l'heure actuelle. Mm. Je fais juste encore une parenthèse par rapport au fait que tu es aussi, tu as cette envie de transmettre une école différente. Je crois que je ne sais pas si tu participes ou tu as mis en place quelque chose, l'école en forêt ou dans la nature. Mais mes Tu... enfants ont participé à des, en tout cas, à des classes en nature, puis ils sont Hmm. aussi dans un centre pédagogique où on prend en compte toutes les dimensions de nouveau de la personne, pas uniquement les connaissances intellectuelles. Donc, je pense oui qu'il y a des possibilités autres d'apprendre. La Oui, que le vie, côté... c'est un magnifique champ d'apprentissage. Puis Ah, longtemps, j'ai emmené tout petit mes enfants avec moi au travail, puisque j'avais créé des conditions de travail dans lesquelles j'avais choisi cette possibilité-là. Donc, je les emmenais à mes réunions, je les emmenais. Ils avaient un espace dédié dans mon bureau, mon espace de travail pour eux. Puis je rythmais mon temps et ma journée entre du temps avec eux et pour eux et du temps pour moi. Et puis des moments où ils n'étaient pas avec moi aussi. Mais j'ai l'impression que c'est conciliable dans certaines conditions et que ces conditions-là peuvent paraître inaccessibles, mais sont à la portée d'un plus grand nombre de personnes qu'on peut imaginer. Je pense qu'il y a une question aussi d'autorisation intérieure et personnelle par rapport au regard des autres. Et c'est sûr que les gens souriaient quand ils me voyaient arriver en réunion. Ils me demandaient s'il y avait congé aujourd'hui ou si la crèche était fermée. Et quand je leur disais avec aplomb, ben non, c'est le choix d'aujourd'hui. Et mon enfant, il est en capacité de se tenir occupé pendant 2 heures pendant une réunion. Et en effet, ça se passait comme ça. Euh, voilà, pour moi, ça me permettait d'aménager, je veux dire, ma vie de famille et puis d'avoir plus de temps avec mes enfants. Parce qu'au final, mhm. ce qu'il y a aussi, c'est qu'on passe des temps dans nos familles qui finissent par être réduites au congé, au week-end, et ça vide un peu de sa substance tout ce qu'on peut vivre au quotidien, et ça met en exergue aussi parfois les tensions familiales. On se retrouve juste après l'école et le travail, c'est le plus mauvais moment, celui où on est tous fatigués, on a juste envie d'être tranquille, parfois C'est chacun dans vrai. son coin. Il y a une surdemande parfois des enfants, alors que quand on se voit à différents moments de la journée, ça s'échelonne différemment, ça se cristallise pas à certains Mhm. moments. Et puis on peut être plus à l'écoute aussi de ses besoins et de son rythme interne, son rythme biologique. Je pense au sommeil, je pense à l'alimentation. Tout ça, je trouve, dans nos vies aujourd'hui, un impact grand. Et pouvoir en prendre conscience et donner la place à ces besoins-là qui ne sont pas les mêmes pour tous Mhm. et à des rythmes différents. Ça, c'est des manières, en tout cas, de se questionner. Est-ce Mhm. que c'est possible de changer ça dans ma vie? Est-ce que j'ai vraiment besoin de ça maintenant? De quoi j'ai besoin? Revenir à nos besoins. Mm. C'est ça. Et puis cet aspect, je suis heureuse que tu en parles parce que se donner le droit et de voir que c'est possible. Donc, tu as une voie pionnière en fait. Et je trouve que c'est important qu'on puisse se rendre compte que c'est possible et que c'est juste des croyances qui nous interdisent de le faire. Mm. Donc, c'est vraiment un enrichissement de t'entendre parler de ça et de savoir que tu l'as fait, tu l'as mis en pratique, tu es allé jusqu'au bout et ça s'est très bien passé. C'est peut-être dans mon thème quelque part, tu vas me le dire, mais moi, je suis une expérimentatrice de la vie. Moi, j'ai Bon. besoin de tester les choses pour Ah ben, les. c'est Uranus en maison 3, il y a ce côté Non, c'est où... pas, c'est pas une voie rationnelle chez moi, c'est-à-dire que j'ai pas forcément besoin de rationaliser, mais j'ai besoin de mettre à l'épreuve des découvertes, des connaissances, et je les essaye et ça fonctionne ou ça fonctionne pas. Et de là, j'en tire des conclusions, puis je généralise, mais au final, apprendre, j'ai un peu l'impression que c'est ça. Quand on regarde un petit enfant, hein, c'est ça, c'est on essaye, ça marche pas, on recommence, et puis on est dans un monde où l'échec, il est plus possible. Mais C'est pourtant, ça. quand on rate quelque chose, en fait, c'est pas qu'on le rate, c'est que c'est désajusté ou que c'est pas ça qu'il y avait à faire à ce moment-là ou pas de cette manière-là. Et ça, moi, je le vis vraiment dans ma vie au quotidien.
Ce que j'aime bien, c'est ce qu'en dit Idriss Aberkane, qui dit que l'échec est un diplôme. Parce Mm. qu'en fait, quand on rate, on se demande pourquoi. Quand on réussit, c'est rare qu'on se pose la question. Donc, mais effectivement, la vie, un pas après l'autre, et de découvrir à chacun des pas la vie, c'est quelque chose qu'on ne s'autorise plus parce qu'on est trop dans quelque chose de structuré. Ce fameux Saturne avec Mars, hein, l'action dans une structure au carré de Pluton, c'est-à-dire on veut plus de ces structures-là, on veut passer à quelque chose de supérieur. Donc il y a chez toi un élément d'être une réformatrice par l'exemple en fait. Au lieu de faire des grands discours, tu fais les choses. Mm. C'est Mars qui met en pratique et qui s'encombre pas de théorie. Mm. Et ça, je trouve appréciable chez toi. Toujours par rapport aux enfants, alors on a vu que tu en avais perdu 3, que c'était quand même quelque chose de difficile, mais ça t'a permis de découvrir la force du deuil. Alors moi, j'aime bien que tu nous parles un petit peu de ça, finalement, on vit notre vie avec de multiples deuils. Il n'y a pas que les deuils de perte des personnes, il y a aussi des changements, des déménagements, des ruptures affectives, des choses comme ça. Et comment trouver la paix? Donc, on va retrouver ce côté résilience par rapport à ça. Est-ce que tu veux nous parler un petit peu de cette notion de deuil qui t'a, alors je fais encore une petite parenthèse, qui t'a amené à créer ce que tu as appelé la voie d'Isis, qui est donc un accompagnement pour les parents qui sont dans un deuil périnatal, puisque c'est quelque chose que tu as connu aussi. Si tu veux bien nous parler un peu de la voie d'Isis et comment tu as vécu ces deuils. Alors, les 3 enfants que j'ai perdus, en effet, c'était avant la naissance. Ça a toujours été dans des contextes inattendus, comme pour la plupart des gens. Je pense qu'aujourd'hui, c'est rarement des choses prévisibles. Et puis, j'ai vécu ce double deuil, surtout pour la première, qui était tôt en grossesse, ce qu'on appelait encore anciennement, enfin, ce mot existe toujours, mais il serait à remplacer dans le vocabulaire une fausse couche. C'est-à-dire, voilà, un enfant qui est attendu et puis qui ne reste pas. Avec un déni social très grand qui est de dire: «Tu as déjà des enfants en bonne santé, tu es jeune, pas d'autres» et puis, cette incompréhension de: «Mais pourquoi moi? Pourquoi lui? Pourquoi maintenant?» Et donc d'enfouir ça en soi et de se sentir, endeuillé d'être reconnu comme parent de cet enfant-là, qui n'ait pas de place dans la famille et puis ensuite, un entourage qui ne comprend pas ou qui se tait ou qui a peur d'être maladroit et en faisant ça, qui fait pire que bien. Donc ça a été pour moi, à un âge où j'avais pas vécu d'autres deuils de proches, plus âgés ou dans ma famille ou autour de moi. J'avais pas été quelqu'un confronté, à de multiples deuils. Ça a été, très déstabilisant. Déstabilisant dans ma posture de mère et déstabilisant aussi dans ce qu'on me renvoyait, heu d'un schéma et d'un parcours, de parentalité qui était comme ça, arrêté et ça s'est reproduit donc, bien plus tard, près de 15 ans après où j'ai perdu, un fils, peu de temps avant la naissance, de manière, inexpliquée et ensuite, une petite fille qui, avait un handicap et donc ça a forgé chez moi cette expérience, de nouveau dans l'expérimentation, qu'on peut mourir à tout moment, de la vie et pas uniquement, comme on le projeterait parce qu'on a peur de la mort, parce qu'on est malade ou âgé, et que ces vies-là, elles sont courtes, mais elles sont intenses et elles nous délivrent un message. En tout cas, un message qui subtilement se traduit, par, des choix qu'on fait dans sa vie. J'ai changé des choses, je me suis raffermie sur des décisions, j'ai revisité mes besoins essentiels du moment, j'ai, cherché à être encore plus proche de qui je suis. Donc finalement, ces pertes ont mis beaucoup de lumière dans ma vie, ont, de nouveau éclairé sur qu'est-ce que je veux vivre vraiment et si la vie s'arrête demain et elle pourrait s'arrêter pour moi aussi, hem qu'est-ce que je vais faire de ces moments qui me sont offerts? Parce qu'au final, la vie présente, on dit, c'est un cadeau et donc ça a renforcé chez moi cette envie de vivre chaque moment, plus consciemment et c'est ce que je pense que les deuils, qui sont des périodes de marge, en fait et de transition, sont
venu faire dans nos vies, psychiquement, physiquement. C'est des moments où on se met en retrait de notre vie quotidienne habituelle. Il y a donc un début de deuil, il y a une traversée, il y a une métamorphose, il y a une sorte d'épreuve initiatique, qui ensuite, on sort du deuil et il y a la fin du deuil. Ça, c'est la partie dont on parle le moins. Puis il y a Oui. même un moment où on peut célébrer l'héritage et les nouveaux enseignements qu'on a reçus et appris. Donc, quand j'ai découvert tout ça et que j'ai expérimenté, je me suis dit, mais il est indispensable, selon moi, de partager ces magnifiques trouvailles. Puis, je me suis aussi formée, j'ai appris d'autres aussi qui m'ont permis de découvrir tout ça. Et ça m'a en effet emmenée sur le chemin de la voie d'Isis, qui est cette déesse égyptienne maternelle aussi, représentée comme déesse de la résurrection, et qui voilà, amène cette foi profonde que la vie peut reprendre son cours et être bien présente à chaque moment. Et puis d'accompagner ces pertes précoces qui sont encore peu nommées, encore tabous ou remises dans le tabou, parce que je pense aussi qu'il y a un effet de société par rapport à ça. Et puis ensuite de former les professionnels de tout milieu, de tout pays, cette approche. Et ça se traduit aujourd'hui par la partie de la voie d'Isis qui s'appelle l'Académie internationale du deuil périnatal. Donc là, vraiment, c'est un cursus de formation autour des deuils périnataux, mais pour toute profession et tout pays, francophone en tout cas. Ou toute personne qui se sent concernée par le deuil. Je crois que Voilà, tu sais l'accompagnement du deuil. Alors, on a périnatal. périnatal, on a autant des personnes qui viennent parce qu'elles l'ont vécu, sont en reconversion parce que ces personnes, hommes et femmes, décident d'en faire quelque chose dans leur vie, ou des professionnels de santé, des thérapeutes, mais aussi des gens de médecine alternative ou énergétique qui trouvent que ça a vraiment un sens d'accompagner ces pertes périnatales aujourd'hui avec une autre posture, une autre consistance, une autre conscience. Et puis après, le reste des deuils continue à me passionner dans le sens, comme tu disais, les ruptures de vie. J'ai vécu, moi, plusieurs burn-out, plusieurs déménagements, ruptures de couple. Et donc, au final, tout ça, ce sont aussi des cadeaux cachés, mal emballés, à réintégrer dans nos histoires. Et quand on en prend soin, ils nous délivrent leur substance. Donc, ça me... Voilà, moi, ça me met en joie de savoir qu'il y aura la célébration derrière et que si je peux accompagner les personnes dans ces périodes-là qui sont plus sensibles et fragiles, notamment avec des outils créatifs, des outils de développement de soi, de potentialiser ses talents, ça va permettre à ces personnes d'avancer. Bah, tu vois, on retrouve dans ton thème Jupiter, qui est le guide en fait. C'est les rituels aussi, qui se trouvent dans ta maison ta maison 8, qui est la maison de la mort, globalement. Pas que ça, mais entre autres. Alors, on retrouve là-dedans ce côté d'être capable de célébrer la mort, parce qu'il y a cette capacité de guidance aussi. Et ce que tu dis est fort juste, c'est-à-dire qu'on respecte quand même le deuil des gens, mais on oublie cette partie, la fin du deuil et la célébration, qui est effectivement très importante. Et puis, ça va trop vite. Ça va trop vite. On respecte peut-être la peine, mais on est moins soutenant par rapport aux multiples émotions que ça soulève, parce qu'il y a la peine, il y a la tristesse, mais il y a aussi la colère, il y a aussi qui est une émotion qui est mal aimée. Or, c'est une énergie aussi de vie et de poser ses limites. Il y a aussi l'énergie de gratitude qui intervient dans le processus de deuil. Et donc, cette notion d'héritage, il y a aussi la notion de pardon. Donc finalement, c'est des enseignements condensés et très riches. Mais souvent, on est pressé à passer vite à autre chose. Et ça, je pense que c'est à se réapproprier, d'être chacun à son rythme et dans le temps dont on a besoin, parce qu'on parle de quand même beaucoup de notions, là, toutes celles que je viens d'évoquer. Ça ne peut pas se faire comme ça en un claquement de doigts. Mais il y a des deuils aussi qui vont vite. On peut penser parfois à des deuils terribles et en quelques mois, la personne est remise sur pied dans sa vie. Donc, c'est vraiment c'est au rythme de chaque être et pas dans un processus linéaire. Je ne suis pas trop à l'école des étapes du deuil. Je suis d'accord avec l'idée qu'il y a des caps qu'on passe, mais je suis plus de cette pensée de la spirale. Où
s'élève à chaque fois et on repasse parfois par des états, mais c'est pas redescendre, c'est Non. revivre et le revivre avec une autre substance, une autre conscience, une autre intensité. Il y a quand même toujours cette idée qu'on avance, on chemine et on. Oui. Et par rapport à ce que tu viens de dire, et je trouve intéressant, c'est que chaque deuil, alors pas seulement des personnes, mais des changements de vie importants, nous renvoie inévitablement à un manque ou un vide, le manque de ce qui a été perdu, c'est l'impression que ça me donne par rapport au deuil, c'est à nous d'apprendre à combler ce vide. Finalement, ça nous invite à nous connaître plus intérieurement. Chaque perte est une opportunité d'aller découvrir en nous des choses qui étaient comblées naturellement jusqu'au moment de la perte. Est-ce que tu le sentirais comme ça aussi? Oui, tout à fait. Puis je suis en chemin avec ça, moi aussi. La solitude, à certains moments, ça peut me peser. L'inaction, le fait de ne pas savoir où je vais, de ne pas maîtriser, contrôler. Moi aussi, je vis humainement des périodes qui sont plus creuses et où je me réapproprie le plaisir d'être avec moi-même, de prendre du temps pour moi et c'est pas encore toujours réflexe, mais je sens combien c'est nourrissant et c'est plein d'autres choses. Donc c'est ça aussi, c'est vide de choses que je ne vois pas, mais c'est plein de choses invisibles et pourtant qui sont là. Donc ça, c'est quelque part ma curiosité naturelle me pousse à me dire waouh, en fait, il y a bien plus que ce que j'avais imaginé et au travers de cette posture d'être seule ou solitaire ou sans rien à faire, entre guillemets, dans cet état-là, je pense que de ce que j'ai lu ou appris, c'est un peu ce qu'on appelle la vacuité, tu vois, c'est ce qui ressemble plus à l'impermanence. Euh, Oui. c'est pas prévu. Et dans ces espaces-là, waouh, il se passe des choses, il se débloque des choses, il bouge des choses énormes. Et donc, quel cadeau de s'offrir ça aussi. C'est ça. Et de ne pas voir la solitude quand on la choisit, enfin, on ne la choisit pas toujours, mais de ne pas la voir comme une ennemie, mais Mm. plutôt comme une alliée, justement, qui permet de nous découvrir sous des traits qu'on ne connaissait encore pas de nous. Et aussi Euh, peut-être de se décentrer de notre personne. Moi, en tout cas, ce qui m'aide, c'est me décentrer de moi, puis reposer mon regard sur l'extérieur, sur la nature, par exemple, d'être dans des lieux. Tu vois, quand on marche, par exemple, c'est ça qui est intéressant. Au bout d'un moment, c'est mécanique. Le corps, il sait au bout d'un moment ce qu'il a à faire. Ça peut prendre plusieurs heures, plusieurs jours. Et là, d'un coup, tes pensées s'apaisent puisque ton corps, c'est un pas devant l'autre. Et tout à coup, tu commences à voir autour de toi ce qui est là et à t'émerveiller, à ouvrir tes sens, chaque petit détail prend tout à coup une autre importance. Tu te rends compte que quand tu marches, un paysage se transforme heure après heure, ce qu'on a perdu l'habitude de faire quand on regarde toujours par la fenêtre ou qu'on est en voiture. Tout défile, mais on n'est pas dans cette présence. Donc, je trouve que dans ces espaces-là de solitude, cette capacité à s'ouvrir à ce qui est autour de nous, elle est plus facile si on la choisit. Du coup, on n'est jamais seul, en fait, finalement. non, on n'est jamais seul. Et puis ça implique un rythme au niveau de la marche qui fait que le fait de marcher ralentit aussi les pensées. Tu ne peux plus penser aussi vite quand tu marches. Donc, Ça, c'est un effet positif aussi de la créativité. Quand on crée des choses avec ses mains, moi, quand je bricole, quand je travaille manuellement, j'ai construit ma midi-maison. Quand je bricole, ben, pourtant mon cerveau il fonctionne, il pense à ce qu'il a à faire, mais mes pensées parasites s'arrêtent. Je suis pleinement à la création que je suis en train d'accomplir et je trouve ça très reposant. Donc il y a peut-être là aussi dans la créativité, mon goût pour la créativité vient de ça, que ça soit artistique ou pratique ou réparer des choses. Moi, je trouve ça méditatif. J'avoue vraiment, et puis en plus, bah, il y a un challenge aussi d'avoir ce sentiment de transformer la matière pour en faire quelque chose dans un but déterminé ou pas. Parfois, il n'y en a pas. C'est quand même magique comme processus. Humainement, je me dis, c'est extraordinaire. Certains animaux le font aussi. Moi ça m'émerveille, vraiment. ah, c'est merveilleux. Un castor qui construit sa hutte ou les abeilles
construisent les ruches naturelles, bien sûr. Bah, justement, ce côté constructeur, constructrice que tu as, bâtisseuse, dans ton thème, on a ce qu'on appelle une maison. C'est-à-dire que vraiment, là, si tu regardes, tu vois, tu as le toit ici, tu as les murs sur les côtés, et puis ici, tu as le bas du sol de la maison. Donc, ce qui te donne cette capacité, bah, déjà, ça donne un bon équilibre, on est bien ancré, en plus, tu es un taureau. Donc, cette capacité d'aimer bouger la matière, d'aimer la transformer, mais ça s'entend aussi sur le plan psychologique, bien sûr aussi. C'est comme si dans tes guidances, tu donnes l'opportunité aux gens de se reconstruire. Et tu me disais aussi, on en avait parlé, que ce que tu aimes bien, c'est déconstruire pour reconstruire. Et ça, c'est quelque chose d'essentiel pour toi aussi. Et des fois, tu vas quand même assez fort, mais parce que ça permet aux gens de pouvoir toucher l'essence. On a tous tendance à se voiler des choses de nous-mêmes. Et parfois, ça vaut la peine d'abattre certains murs pour pouvoir reconstruire sur du vrai. Oui, j'ai un peu cet art de remuer la boue pour en laisser sortir le meilleur. Donc, en toute bienveillance, aujourd'hui, je le dis aux gens, c'est dans un but, mais je suis sans doute la personne qui va te dire en face et avec authenticité, là où j'ai l'impression que ça coince ou même pour moi-même dans ce que je vis, parfois je me dis, tu t'es pas dit les vraies choses, tu vois, de nous à nous aussi, on se dit ça, allez, regarde-le en toute transparence, est-ce que tu es en accord avec ça? Et alors, s'il se révèle que je ne suis pas en accord, que ça ne fait pas sens pour moi, c'est là que vient la déconstruction, c'est-à-dire qu'il y a besoin de défaire ou de dénouer ou de déconstruire ce qui a été posé comme acquis. Et de là, reconstruire quelque chose qui fait le nouveau sens ou en tout cas qui permet la plus grande stabilité. Et nos vies sont faites aussi de changements, nos âges, nos cycles. Voilà, j'ai appris aussi qu'on vivait les grands cycles solaires, on vit les cycles lunaires aussi, ça, ils sont beaucoup plus évidemment rapides, ils impactent aussi nos vies de femmes dans nos corps. Donc voilà, c'est tout ce côté rythme et pour moi, construction, déconstruction, c'est toujours une manière de nouveau d'aller dans les rythmes et les cycles finalement. C'est les saisons, c'est le vivant en fait. Ouais. Tu me parlais récemment de ralentir ton rythme pour que les choses puissent s'accélérer. Et je trouvais ça fort intéressant. Prendre le temps finalement de l'écoute véritable de soi autant que des autres, ce qui permet de créer un espace d'accueil, que ce soit pour soi ou pour les autres. On retrouve la maison là-dedans. Oui, cette notion de... On vit une période où tout va trop vite et où les gens ne s'autorisent plus à ralentir. Et moi, ce que j'aime bien dire, c'est que on laisse le monde aller à lui-même et nous, on retourne à nous-mêmes. C'est-à-dire, pour toi, la souveraineté est importante, mais retrouver sa souveraineté, c'est aussi la capacité de retrouver un rythme qui nous convienne et se donner le droit de ne pas suivre cette machine infernale. Mais le monde fait beaucoup de bruit. Et je pense que dans nos vies, on peut être amené à faire beaucoup de bruit. Et à un moment donné, on n'entend plus rien. Il n'y a plus que le chaos, il y a plus que ça devient dissonant. Donc, s'offrir des temps où on s'arrête, des temps de silence, des temps d'écoute. Dieu sait que je suis une grande bavarde, petit clin d'œil. J'ai rencontré ce matin quelqu'un qui me dit, mais finalement, tu as beaucoup parlé. Et oui, il y a des moments où j'ai ce besoin d'aller vers l'extérieur par la parole. Et puis, il y a des moments où je suis en capacité de plus en plus juste de me taire et d'être dans cette position, tu lui disais, lunaire de réceptivité, de ne rien faire ou de ne rien dire et pourtant d'être là pleinement. C'est ce que j'ai envie de vivre avec d'autres ou que je propose dans des stages ou des séjours de ressourcement aussi. Allier les deux, vivre ces deux rythmes-là. C'est important. Il y a aussi quelque chose que je trouve intéressant dont tu m'avais parlé. Tu m'as parlé tu avais fait une formation de géobiologie des entités. Et je trouve ça très partie d'une curiosité qui était complètement autre, c'est-à-dire que j'avais entendu dire
que la géobiologie permettait de cerner dans les lieux où on vivait les failles, les zones de passage, d'eau souterraine et de plein de choses. Et je trouvais ça fascinant. Donc, je me suis dit, ben, j'ai envie d'en savoir plus. Et moi, souvent, quand j'ai envie d'en savoir plus, je lis, je découvre et puis j'ai envie d'apprendre. Donc, je m'étais dit, ben, quoi de mieux que de faire une formation sur la géobiologie. Comme ça, je vais pouvoir moi-même expérimenter ça. Et la personne chez qui je suis arrivée et qui a commencé à parler de ça, a parlé de tout à fait autre chose. Elle parlait, elle, des entités, notamment humaines, décédées, qui seraient encore présentes dans les lieux ou dans nos vies, ou même dans certaines circonstances. Et je me suis dit: «Ouh là, c'est pas du tout ce à quoi je m'attendais, c'est tout à fait autre chose». Mais toujours mue par cette curiosité, je me suis dit: «Sans doute pas de hasard, il y a peut-être un chemin là, je veux en savoir plus». Et donc je me suis formée à une forme de géobiologie qui utilise notamment, des formes ancestrales, rituelles. Nous sommes en Europe celtique, qui sont des ondes de forme, par exemple comme le triskel, donc qui sont Oui. les formes en 3 épis. Et en plus la symbolique est très belle parce que ces triskel qui étaient, bâtis par des sur le sol, mais aussi par des tailleurs de pierre, représentent les 3 états de la vie, c'est-à-dire la naissance, la maturité et la vieillesse. C'est aussi, le lever du soleil, la journée, le coucher du soleil. Il y a toute cette sagesse là-dedans, de revenir aux choses essentielles et juste le rythme de la vie. Donc c'était complètement rassurant et pas du tout déconnecté de notions que je sentais en moi subtilement comme faisant partie du vivant. Et C'est donc ça. pas du tout, j'avais pas du tout l'impression d'être emmenée dans quelque chose de complètement fou. J'étais juste en train de réapprendre dans la matière à écouter autrement, notamment avec cet outil-là, et dans la vibration des choses et dans le questionnement de ce qui résonne ou vibre autour de moi, ce qui se manifeste, notamment, par exemple, des entités humaines qui sont présentes physiquement. Donc, Justement, à ce sujet, je crois que tu as eu l'opportunité de te mettre en lien avec des embryons congelés. alors j'ai eu deux cas très précis où donc je faisais mes tests après, hein, j'étais en écolage, donc j'apprenais à utiliser mes outils. J'ai eu quelque chose de très fort où j'avais été emmenée dans la maison d'une maman dont le bébé faisait tout le temps des cauchemars. Et donc, en mode test, j'ai donc dégagé des entités de cette maison. J'étais autorisée à ça, puis je l'ai fait. Elle était très, très sceptique Mmh. sur les raisons. Puis on ne s'est pas reparlé après. Je l'ai recroisée dans un bus par hasard 1 an après. Elle m'a dit que d'abord son bébé avait arrêté de faire des cauchemars et qu'en plus, quelqu'un dans un pays étranger lui avait dit qu'une personne était intervenue dans sa vie à un moment donné spécifique pour nettoyer sa maison, Mmh. notamment faisant partie des âmes qui n'avaient plus besoin. Et il a tout de suite pensé à moi. Donc ça a été un moment très fort pour moi de me dire: «Waouh, ça a un impact, réel au-delà de moi». Et puis en effet, c'était le cas d'une maman qui vivait un processus d'infertilité et qui se questionnait, l'âge avançant, beaucoup sur les différentes procédures qu'elle avait mis en place. Et elle avait donc fait un parcours de procréation médicalement assistée. Et dans ces cas-là, résulte un certain nombre d'embryons dont une partie sont implantés à la maman dans l'utérus et d'autres gardés congelés pour plus tard. Et était venue dans ce questionnement, tout à coup, cette idée de communiquer avec ces embryons. En tout cas, ils avaient des choses, un message à délivrer à cette mère-là. Et moi, j'en étais quelque part le canal et la personne qui a permis certaines libérations. Donc, c'était vraiment le chemin surprenant que je ne me serais pas imaginé emprunter. Et en tout cas, j'ai ressenti une grande vague d'amour et de gratitude, en fait, d'avoir été la personne qui a permis en tout cas de délivrer ce message. Et ça, je me dis que dans nos vies, c'est magique aussi voilà, de pouvoir être le messager pour les autres. Et je pense que chacun a des messages à délivrer aux autres, s'autoriser à ça.
Voilà, c'est y recevoir en tout cas les messages. Pour elle, ça a été très apaisant. Ça a fait partie de son chemin de deuil, de Hum, ces enfants qu'elle n'a finalement jamais eus, physiquement dans sa vie. d'accord. Tu vois, il y a quelque chose qui est interpellant par rapport à ça, parce qu'on vit une période de vie, enfin la période actuelle où il y a de plus en plus de stérilité, les gens ont de plus en plus de peine à avoir des enfants. Donc, cette idée de pouvoir communiquer avec des embryons congelés, peut-être ce n'est pas allé jusque-là, mais est-ce que ça t'a donné une compréhension? Est-ce que, bon, venant d'eux, une vision différente sur la raison pour laquelle, pour des causes spirituelles, bien sûr, les causes matérielles, on peut s'en douter, mais quand on est confronté à cette période de stérilité chez les couples, surtout en Occident, où il n'y a rien eu de cet ordre-là. Moi, je pense que la spiritualité, en tout cas, quelle que soit la forme qu'elle prend dans la vie des gens, un moyen de se relier à plus grand que soi. Oui, Voilà, ici, on parle de communication, mais je pense que ça peut se matérialiser de bien d'autres façons ou d'autres manières. En tout cas, par rapport à mon parcours de vie, et c'est de ça dont je peux témoigner, je suis quelqu'un qui vit des situations extrêmes. Et je pense que ça, c'est le reflet d'une situation extrême. C'est vrai qu'on est dans quelque chose de vraiment particulier. Après, c'était inattendu, donc je me suis dit, c'est que j'avais à vivre ça et dans ces contrastes-là. J'avais aussi, par ailleurs, voilà, il existe avec la kinésiologie, avec d'autres outils, des moyens de dialoguer avec notre corps, avec nos cellules même. On fait aussi de la communication connectée avec les bébés, avec les personnes handicapées ou qui n'ont pas la capacité de parler avec la voix. Et ça, c'est quand même des choses qu'on connaît déjà, qu'on redécouvre aujourd'hui et qui sont voilà, tous des moyens autres de mettre de l'expression et de la communication dans nos vies. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir communiquer. Et si ce n'est pas par la parole, c'est comment autrement. Et ça peut se faire de différentes manières. Celle-là en est une, mais ça peut être par le corps, par le mouvement, par l'expression artistique, par les rêves. En fait, il y a plein de canaux de tout à fait. communication. Oui, oui, bon, ben, ça tient aussi à ton axe de nœud lunaire. Je veux dire, cette capacité d'entendre à plusieurs niveaux, pas que des humains, mais que ce soit des différences d'âge aussi, hein, la communication entre les personnes plus âgées et les personnes plus jeunes. Tu as travaillé avec des enfants et également avec des personnes âgées et tu t'es rendu compte, tu m'as dit quelque chose de très joli par rapport à ça. Si tu veux bien nous le redire, parce que j'aimerais pas ne pas le dire comme toi tu l'as dit, par rapport à ce qu'on retrouve chez l'enfant et chez la personne âgée, ce côté enfant chez la personne âgée et le côté sage chez l'enfant, qui est très touchante en fait. Oui, Que ça, je chez... l'ai vraiment éprouvé auprès des personnes âgées en fin de vie, donc en maison de retraite. Et puis, on parle là du quatrième âge ou des personnes qui sont atteintes de diminution de leurs facultés, qu'elles soient physiques, intellectuelles ou parfois même de maladies dégénératives. Et donc, ils reviennent à un état proche vraiment de leur enfant intérieur et donc sont à même de toucher à ces zones d'innocence, de pureté, de simplicité qui sont juste leur être et d'observer aussi que dans ces rencontres-là où il y avait aussi également des enfants et des bébés qui ne parlaient pas avec la parole, combien il y avait une sagesse dans les gestes, dans l'affection, les regards, les sourires qui se portaient entre eux. C'était magnifique. Donc on a en nous, quel que soit notre âge, un sage et on a en nous, quel que soit notre âge, un enfant. Et ces parties de nous extrêmes ne demandent qu'à s'exprimer à certains moments donnés, ces petites voix. J'aime cette idée des petites voix à aller écouter en nous. On n'est pas seul en fait, on a aussi en nous ces petites voix de nos expériences diverses qui sont là pour nous guider. Donc la guidance, elle ne vient pas que de l'extérieur, elle vient vraiment, je sens, de l'intérieur de nous. C'est ça. Et ce que j'aime bien cette idée, c'est que si tu regardes les deux bouts de la vie, la petite enfance comme le grand âge, on va appeler ça comme ça, c'est deux cas dans lesquels on retrouve ce côté d'innocence qu'on perd pendant notre vie active et qu'on retrouve à un certain âge. Et je trouve ça très touchant, ce côté Innocence, mais en plus, c'est dans le sens de pureté, c'est dans le sens de... Oui, je ne parle pas de naïveté, je parle de l'innocence, c'est-à-dire c'est l'élan du cœur, c'est le langage du cœur.
Par rapport à ton thème, encore une chose, je voulais juste revenir sur la voix d'Isis parce que je trouvais ça intéressant, parce que je ne vais pas trop parler d'astrologie, mais le plus intéressant, c'est de t'entendre toi. La Lune est considérée comme étant Isis du point de vue astrologique, hein. Et puis dans le signe de la Vierge, alors d'une part la Vierge, l'axe Poisson-Vierge, c'est les ponts ou les voies, donc la voie d'Isis, on retrouve la Lune en Vierge. Et Isis préfigure la Sophia. C'est une image de la sagesse, en fait. Et le signe de la Vierge est lié à la Sophia, justement. Donc, je trouvais très joli de retrouver ça dans ton thème et de pouvoir en témoigner, d'être un guide pour les femmes, hein. Tu as créé un cercle qui s'appelle le cercle Fidélia. On a une opposition de la Lune à Vénus. Vénus, globalement, c'est les femmes, avec la Lune, bien sûr, aussi. Donc, c'est toujours intéressant de voir quand les gens développent leur créativité, qu'on la retrouve dans le thème natal. Et ce côté... Fidélia, pour moi, c'est être fidèle à soi-même. Ça, c'est la fidélité. Hein. Toi, tu es la meilleure personne qui sait ce dont tu as besoin et reste fidèle à tes valeurs, à tes besoins, reste fidèle à qui tu es. Déploie-toi à partir de qui tu es et pas de ce que le monde ou les autres attendent de toi. Donc ça, c'était la symbolique de Fidélia. Et puis, en effet, dans les explorations que j'ai faites autour du féminin sacré, c'est magique de voir que toutes les déesses, là tu en as cité au moins 3, déesses ou figures déifiées, hein, de femmes, vierges ou autres, c'est magique de voir que c'est les mêmes énergies en fait. Les archétypes. C'est le même archétype avec des spécificités. C'est comme des talents spécifiques. Et donc, certaines vont être des guerrières, d'autres vont être des pacifistes, d'autres vont être des unificatrices, d'autres vont être maternelles. Et au final, c'est magique de voir qu'on a dans ces archétypes, d'ailleurs, hommes et femmes, hein, tous ces sagesses de l'énergie de la matrice. L'énergie de la matrice, c'est l'énergie de la terre. Et la terre-mère, c'est notre berceau, c'est notre mère à toutes, à tous. Ah ben, quand on est taureau, en plus, le côté l'importance de la terre-mère, ça ressort de manière très forte, c'est sûr. Si on voulait un peu résumer ce qu'on vient de voir par rapport à tes activités surtout, donc ça, je vais mettre un lien sous la vidéo par rapport à la voix d'Isis, parce que ce que tu proposes permet vraiment aux gens de toucher cette résilience, de vivre cette résilience. Donc, il y aura le lien qui sera sous la vidéo. Est-ce qu'il y a d'autres activités dont tu aimerais parler ou... Mais il y a les activités qui ne sont pas visibles encore, enfin, je veux dire, par un lien Internet ou autre, il y a toute cette notion de week-end, de ressourcement, de voyage, qui permettent de se reconnecter à soi, mais aussi de le faire en groupe avec d'autres. Parce qu'il y a une partie dont on n'a pas encore parlé, c'est que je suis aussi une amoureuse de l'intelligence collective, une amoureuse des gouvernances partagées. Je me suis formée en pratique, en sociocratie, des choses comme ça, tous des moyens de mettre en place des hiérarchies horizontales, donc qui sont plus pyramidales, mais qui sont partagées, et puis de faire bénéficier les uns les autres de nos connaissances, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas une connaissance descendante, mais une connaissance horizontale qui se partage et d'être amené à découvrir ça. Donc tout ce qui est intelligence collective, je l'ai aussi appliqué. Et je l'applique dans la facilitation de réunions, dans ça peut être même des team building, enfin des choses parfois plus liées au monde du travail. Et donc, je trouve ça fascinant d'amener aussi ces notions-là qui, de nouveau, amènent un autre regard, un autre point de vue. Et il est possible aujourd'hui d'agir autrement et de prendre des décisions autrement ensemble. En tout cas, moi, je suis dans cette... J'aime le potentiel du groupe, j'aime le potentiel du rassemblement. Ouais. De toute façon, c'est vraiment quelque chose qui est à venir, c'est-à-dire que de plus en plus, ce côté système pyramidal, on voit bien qu'il est en train de se casser la figure, et on va vers une gouvernance, que tu as parlé de sociocratie, donc une gouvernance où les individus, bon évidemment, ça demande quand même d'être conscient un petit peu de ce qu'on peut apporter dans un groupe,
mais finalement où chacun étant ce qu'il est lui-même vient enrichir le groupe. Et ça, c'est quelque chose qui me semble extrêmement capital par rapport à l'avenir de cette gouvernance collective. Donc, Dans un groupe de réflexion, on a appelé ça la colibricratie. C'est joli ça. Ouais. Encore plus ajusté parce que finalement, c'est ça, c'est la petite goutte d'eau que chacun apporte et ça ne doit pas être des grandes structures, ça peut partir de toutes petites choses. Donc, voilà, la colibricratie, je vous l'offre, peut voilà, se répandre. Non, mais je pense que c'est même beaucoup plus juste de commencer par des petits groupes vont pouvoir grandir parce que c'est un exercice nouveau. On n'a pas l'habitude en tant qu'être humain de fonctionner comme ça. On a l'habitude toujours à se référer. Alors, je ne te dis pas toi, moi ou les gens qui réfléchissent un petit peu et qui se posent des questions sur leur souveraineté, mais on a tendance à s'en remettre à des autorités extérieures. Et quelque part, on veut être libre, mais en même temps, être libre, il n'y a plus de sécurité, il n'y a plus les autorités, et ça peut être déstabilisant. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'on doit apprendre à faire petit à petit, en se regroupant, en faisant ces expériences-là, et en ce sens, toi, tu es une pionnière et en même temps une réformatrice, parce que du coup, tu proposes quelque chose de différent, mais tu l'actes. Parce qu'on peut avoir des beaux discours à l'heure actuelle, mais maintenant, à mon avis, on est rentré dans une période où ça doit passer par les actes, la démonstration. Et c'est ce que tu excelles à faire, et c'est ça que je trouve fascinant chez toi. Et cette motivation, enfin, je veux dire, il y a ce côté rayonnant que tu portes en toi. Et quand on t'écoute, on se dit, mais oui, mais tout est possible. Et c'est ça qui est magnifique aussi, cette lumière que tu portes. Est-ce que tu aurais un mot de la fin avant qu'on termine cette vidéo? Mais j'ai beaucoup de gratitude pour déjà notre rencontre, toutes les deux, qui a été le fruit vraiment d'un élan du cœur. Voilà, quand j'ai eu envie de participer à tes activités que je trouve vraiment magnifiques, qui m'ont beaucoup accompagnée depuis que je les ai découvertes. Donc, gratitude pour ça, gratitude pour du coup les opportunités qui s'ouvrent, les rencontres, les partages. Voilà, j'aurais envie que voilà, nos vies puissent être faites à chaque matin de merci, je me réveille et je sais pourquoi je me lève. Et le soir, merci de m'avoir fait vivre tout ce que j'ai vécu, que ça soit voilà, la gratitude pour une journée ou pour toute une vie, puisqu'on n'en connaît pas le bout. Je pense que la gratitude, c'est la clé qui ouvre toutes les portes, en fait. Et des fois, on peut remercier sans même savoir pourquoi. Et ça ouvre sur tous les possibles. Ça vient du cœur. Ouais. Exactement, ça vient du cœur. Eh bien, écoute, je te remercie infiniment d'avoir accepté cette interview Astro. Je sais que nous, on va se revoir. Oui. Et puis, je mets le lien pour toutes les personnes qui souhaiteraient te contacter à travers tes activités sous la vidéo. Et puis, nous, on se revoit bientôt avec grand plaisir. J'espère que cette vidéo vous aura passionné autant que ma rencontre avec Thaïs m'a passionné. Et je vous donne rendez-vous pour une nouvelle vidéo bientôt. Merci Thaïs. Merci.